Euh, on va juste vous rappeler que la réunion est enregistrée. Et, ensuite, je vais me présenter. Je suis Nick Luca. Je suis un professeur en architecture et en urbanisme à l'Université McGill, mais je suis aussi le directeur intérimaire du Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises, qui est basé à l'Université de McGill. Me fait grand plaisir, mais qui implique les autres universités montréalaises, bien sûr, et d'autres membres ailleurs. Notre mission est vraiment de stimuler justement les recherches émergentes en partenariat et en réseautage et de développer des partenariats auprès des gens qui travaillent sur les questions du fait montréalais, maintenant. J'aimerais aussi, avant de poursuivre avec notre événement, Labo éphémère, la dernière de nos tables rondes, qui porte sur la culture. J'aimerais reconnaître le territoire, le fait que nous sommes sur un emplacement qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous reconnaissons et nous remercions les divers peuples autochtones dont les pas ont marqué ce territoire sur lequel les peuples du monde entier se réunissent maintenant, même que ce soit en mode virtuel sur Zoom en ce moment. Donc, bienvenue chaleureux et un grand merci à nos invités. Je vais maintenant céder la parole à Frédéric Morin-Bordelot, qui est le cofondateur du MR63 et qui va animer notre événement aujourd'hui. Alors, Frédéric, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce dernier labo éphémère qui est probablement celui qui est le plus proche de notre cœur et de nos valeurs, ayant à la base conçu MR63 pour mettre de l'avant les talents de notre culture locale. Donc, je voulais un peu mettre avec vous la table sur pourquoi est-ce qu'on a lancé la mini-série de Labo éphémère. L'idée étant un peu de regarder d'un point de vue scientifique, professionnel, académique, mais aussi terrain, c'est quoi les différents impacts que MR63 peut avoir comme organisme culturel à Montréal. Donc, on a étudié d'abord notre apport au patrimoine. Ensuite, on est allé voir comment est-ce qu'on réfléchit la transition écologique. Il y a un mois, on parlait de notre impact dans le quartier au niveau de l'inclusion dans le territoire. Et cette semaine, on aborde, ce mois-ci, on aborde plutôt notre rapport au niveau de la culture à Montréal et au Québec. Donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé de consacrer, dans le fond, un axe à la culture? C'est bien simple. Quand on a créé MR63, on savait qu'on voulait récupérer les wagons de métro pour créer un nouveau lieu pour Montréal. Mais on se demandait quel allait être l'usage de ce bâtiment-là. Et pour nous, ça nous apparaissait clair qu'il fallait représenter Montréal et que ce qui représentait le plus notre métropole, c'était sa culture. Donc, à travers les années, on s'est imprégné de cette culture-là, on l'a découverte. Mon frère, qui est le panéliste aujourd'hui, qui représente MR63, a évolué dans le monde de la culture. Moi, j'étais un néophyte et j'ai appris à la découvrir avec grand bonheur. Puis c'est pour ça que la rencontre d'aujourd'hui me fait extrêmement plaisir. Je ne participerai pas aujourd'hui, mais vous êtes en de très bonnes mains avec les différents panélistes qui sont là aujourd'hui. Donc, pour livrer ce panel, je vais vous présenter Laurent Vernet, qui est chercheur invité à l'Université de Montréal. Il est historien de l'art et urbanologue. Laurent Vernet est titulaire d'un doctorat en études urbaines de l'Institut national de la recherche scientifique. Chercheur invité à l'Université de Montréal et chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal, ses travaux abordent, dans une perspective sociologique, les modes de production et de réception des œuvres d'art dans l'espace public. De 2009 à 2018, il a travaillé au Bureau d'art public de la Ville de Montréal où il a occupé le poste de commissaire pendant 5 ans. Il a récemment dirigé le dossier Sortir pour la revue Espace Art Actuel en hiver 2021 sur la diversité des artistes et la pratique dans les espaces publics et a co-dirigé l'ouvrage collectif L'illusion postmoderne, Varia 2021. Donc, Laurent, à toi la parole. Merci Frédéric, merci Nick. Bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous ce midi. Merci au CRIEM de la confiance renouvelée et de m'avoir invité à animer ce lab éphémère ce midi.
En fait, je voulais peut-être vous parler des œuvres qui sont derrière moi pour commencer. C'est deux œuvres de Raphaël de Groot, une artiste montréalaise bien connue. Donc, c'est tiré d'une série, d'une recherche qu'elle a menée sur la côte nord en Méganie. Donc, elle est allée à la rencontre notamment des communautés Innu. Et elle, en plus de rencontrer des personnes, elle a colliger certains objets au bord du fleuve, au bord de l'estuaire, comme ça. Donc, je voulais vous le présenter parce que ça fait partie d'une exposition collective qui est organisée par B312, donc un centre d'artistes à Montréal, qui, pour qu'on un peu pallier les effets de la pandémie, a décidé d'organiser une exposition chez des particuliers, chez une vingtaine de particuliers dont j'ai le bonheur de faire partie. Donc, pour rejoindre des publics, puisque c'est le sujet dont il sera question aujourd'hui, je voulais vous en glisser un mot. Donc, on rejoint d'autres publics de cette manière et ça démontre bien que les institutions artistiques résistent à toute forme. C'est Myriam Achard qui nous le dira parce qu'elle a eu cette jolie formule. C'est pas les institutions artistiques ne s'assoient pas, elles sont toujours debout et prêtes à agir. Donc, à quoi va servir ce laboratoire d'impact? On va réfléchir ensemble à ce que suppose la création et l'exploitation de MR63 en passant aux communautés qui seront desservies, tant dans son quartier, à Griffintown, mais aussi dans l'ensemble de la métropole. Puis le contexte de la discussion est quand même important puisque MR63 va s'installer dans ce quartier de Griffintown dans les prochaines années, un quartier qui a connu des transformations rapides récemment, et donc dans un lieu qui sera un lieu permanent, qui sera un bâtiment singulier, iconique, qui va devenir une destination pour les Montréalais, pour les touristes. Cela après avoir occupé des lieux transitoires, après avoir connu plusieurs moutures. Donc, en ce sens, il semble pertinent de réfléchir à ce qu'est une institution culturelle, à ce processus de constitution d'une institution, voire à son institutionnalisation. On verra si on arrive à trouver une définition au cours de la discussion. Donc, on va parler des enjeux qui nous permettent de bien comprendre, de caractériser ce passage, mais tant au niveau de la programmation que MR63 pourra présenter qu'au niveau de l'accueil des publics, parce que ça demeure la question peut-être la plus importante à l'heure actuelle. Et on va aussi se demander comment s'arrimer à un réseau d'acteurs existants dans le milieu des arts et de la culture pour MR63. Donc, comment développer des relations avec des acteurs qui mènent déjà un ensemble d'activités. Pour ce faire, on a le bonheur d'avoir 5 panélistes avec qui on va se demander qu'est-ce que ça signifie d'être une institution culturelle à Montréal en 2021, quels sont vos parcours aussi dans les dernières années, comment votre institution s'est définie au fil du temps, comment s'adresser au public, et peut-être la grande question qui de notre époque, quel processus mettre en place pour s'assurer de participer comme institution au vivre ensemble dans son quartier et pour vraiment participer à une démocratisation des arts et de la culture. Donc, assez parlé, je vais vous présenter rapidement. Je vous invite peut-être à nous dire bonjour nos panélistes dans l'ordre dans lequel ils et elles vont intervenir. Marie-Michel Cron. Bonjour Marie-Michel. Bonjour. Donc, Marie-Michel est conseillère culturelle au Conseil des arts de Montréal. Après avoir été critique d'art à voir et au devoir, ainsi que commissaire d'exposition, Marie-Michel occupe le poste de conseillère culturelle en art visuel et en art médiatique au CAM depuis 1999. Notre deuxième invitée, Myriam Achard. Bonjour Myriam. Bonjour. Ça nous permet de mettre un visage sur un nom. Dans un premier temps, donc Myriam possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la culture et des communications. Au cours des 15 dernières années, elle a eu le privilège, j'ai envie de dire, de travailler aux côtés de Phoebe Greenberg au développement et à la promotion de la scène artistique d'avant-garde canadienne et internationale. Elle est responsable des partenariats nouveaux médias et des relations publiques chez FI et dans l'activité qui lui permet de parcourir le monde à la recherche des œuvres les plus innovatrices et immersives afin de les présenter à Montréal. Au cours des dernières années, elle a concentré une belle part de son énergie à la représentation de FI à l'international et a eu la chance de créer un réseau de distribution de projets immersifs sur lesquels FI prend part aujourd'hui en tant que coproducteur, opérateur et distributeur. Et j'avais envie de souligner qu'en février 2020, Myriam a été décorée par la République française au grade de chevalier des arts et des lettres. Alors, Madame la chevalière, bonjour. Agnès, vous ne la voyez pas rigoler, moi je la vois, c'est très plaisant. Agnès Ziahi, bonjour Agnès. Bonjour. Donc, qui occupe le poste de directrice générale du Centre culturel Georges Vanier à Montréal depuis le mois de janvier 2019.
sociologue et politologue spécialisé dans la relation entre art et politique, avec un vif intérêt porté pour les enjeux de démocratisation de l'art et de l'inclusion de la diversité culturelle dans le monde des arts et de la culture et des lettres à Montréal. Donc, c'est simplement un court aperçu de vos parcours. Martin Dufresne. Bonjour Martin, Bonjour. Qui est en direct des îles de la Madeleine aujourd'hui. Donc, diplômé en histoire de l'art, en design de l'environnement et en art interdisciplinaire. Sa pratique artistique se manifeste principalement à travers l'installation, la photographie et l'art-action. Ses œuvres questionnent les notions de valeur, de transformation et d'engagement. Et Martin est actif depuis plusieurs années dans les centres d'artistes du Québec et il nous parle aujourd'hui à titre de coordonnateur de la programmation au Centre d'art multidisciplinaire de Montréal d'Art où il travaille depuis 2010. Et finalement, Étienne Morin-Bordelot. Bonjour Étienne. Bonjour. Voilà, le défi de trouver le micro rapidement. J'ai réussi. Oui, pas de souci. Donc, qui a une formation en cinéma et en art visuel et qui, depuis le début de son parcours professionnel, chemine dans un environnement qui met de l'avant les arts et la création. Il a cofondé en 2013, donc MR63, qui a quand même un beau parcours de 8 ans maintenant, dont la mission est de faire connaître la culture de Montréal à travers la diffusion des talents qui la composent. Il est également directeur d'Art Bang Bang en français, un service de création d'exposition en entreprise qui met de l'avant les créateurs actuels de Montréal en art visuel. Vous m'avez assez entendu. On va maintenant entamer la discussion avec Marie-Michelle Cron. Alors, Marie-Michelle, quand on parle d'institutionnalisation de l'art, j'ai tout de suite pensé au centre d'artistes, donc qui existe depuis, disons, le tournant des années 70, grosso modo, tu me corrigeras si j'ai fait une erreur, et qui sont partis d'une volonté d'autodétermination des artistes, mais qui ont connu quand même une trajectoire vraiment époustouflante au cours des 40-50 dernières années. Donc, je ne sais pas si déjà tu pourrais nous caractériser ce parcours des centres d'artistes. Absolument, merci d'abord pour cette invitation. Alors, bien sûr, l'émergence des centres d'artistes autogérés au Québec et au Canada s'est produit à la fin des années 60, début 70, en épousant un petit peu les conditions, socio-économiques du Québec contemporain, du Québec moderne. Et immédiatement, ce qu'il faut garder en tête, la philosophie qui réside encore derrière ce réseau qui est extrêmement solide et, je peux le dire, unique au monde, c'est de prendre son destin en main. Quand on est un artiste, c'est de dire, moi, je veux un lieu qui me ressemble et qui nous rassemble. Donc, c'est des lieux de création, de production et de diffusion créés par les artistes pour des artistes avec un modèle absolument particulier puisque c'est de l'autogestion. Depuis 40 ans, ce réseau s'est consolidé, s'est solidifié, s'est même agrandi. Ce que l'on peut dire aussi, c'est pour moi, je vois le centre d'artistes comme un accélérateur de plusieurs éléments. Dès qu'un centre d'artistes, un groupe de centres d'artistes ils ont parfois un instinct grégaire, s'installe dans un quartier, ils requalifient et ils revitalisent ce quartier. C'est très important, on l'a vu ces dernières années avec certains pôles, par exemple le pôle de Gaspé, mais il y en a eu d'autres, bien entendu, qui se sont créés au fil des années. On pense aussi au quartier Chabanel, où d'autres centres d'artistes plus liés aux arts numériques sont en train de s'installer aussi. Ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est qu'au fil de toutes ces années, le centre d'artistes, qui répondait aussi un petit peu c'était une réponse au réseau institutionnel des musées et des galeries privées, d'avoir un espace aussi pour leur communauté. Ils se sont aussi, ils ont cristallisé leur existence autour de nouveaux, c'est comme un nouveau modèle qui intègre aussi des ressources spécialisées pour les artistes, mais aussi ils vont de plus en plus collaborer avec d'autres acteurs du milieu, avec des festivals, par exemple de cinéma. Ils vont travailler aussi avec des personnes âgées. Ils sont de plus en plus dans la médiation culturelle. Ça, c'est très important de le garder en tête. Et ils sont surtout complémentaires les uns les autres. Chaque centre d'artiste a une forme de spécificité, mais par exemple vidéo, installation, performance, mais ils vont se cristalliser aussi en relation avec les autres. Alors, il faut garder en tête, autre chose qu'on oublie souvent par rapport au centre d'artistes, l'entrée est libre, l'entrée est gratuite, donc tout le monde est bienvenu, tout le monde peut aller visiter les expositions, la programmation qui est là. Ce sont des structures, bien sûr, des laboratoires vivants, parce qu'ils participent au démarrage
de la carrière de plusieurs jeunes artistes qu'on ne connaît pas nécessairement. Des artistes aussi confirmés sont passés par le réseau des centres d'artistes autogérés. Donc pour moi, ce sont des acteurs qui sont primordiaux dans notre écosystème en art visuel et en art numérique. Et comment dirais-tu, je m'excuse Marie-Michel, j'ai envie de t'entendre sur la relation publique aussi qui a changé dans les centres d'artistes. Tu as cette formule qui est très éloquente pour moi. Comment est-ce que comment la relation publique a changé donc au cours des années? C'est certain que comme le centre d'artiste est quand même lié à l'artiste, le cœur du centre d'artiste autogéré, c'est l'artiste, mais l'artiste a besoin de se mesurer au regard de ses pairs, de sa communauté, mais aussi au regard des publics. Parce que le public n'est pas une masse informe et grise. Il n'y a pas un public, il y a des publics. Alors, je pense que toutes ces activités en périphérie qui viennent enrichir la programmation des centres d'artistes, c'est aussi de rejoindre des publics. Par exemple, des activités pour les familles, les fins de semaine. Il y a des programmations en cinéma pour aller rejoindre d'autres clientèles en cinéma qui sont peut-être plus proches du cinéma. Il y a aussi beaucoup d'activités de médiation avec des groupes scolaires aussi défavorisés, des activités aussi en lien avec le quartier où on est installé. Et aussi, je pense que pour la question du public est une question qui est en train de devenir primordiale, avec le réseau aussi Accès Culture, les tournées, les programmes quand l'art prend l'air, qui ont été mis sur pied depuis 1 an et demi par le Conseil des arts, c'est aussi d'aller rejoindre d'autres publics dans d'autres quartiers et de démontrer aussi que le centre d'artistes peut être un élément participant de cette vitalité et de cette relation au public, cette démocratisation culturelle, tout le monde l'a en tête, peu importe la discipline. Et puis, au CAM, comment est-ce que vous voyez votre rôle par rapport, disons, à la communauté artistique? Tu t'aimes dire que c'est un conseil tout-terrain. Donc, vous êtes très présent sur le terrain, justement. Oui, la mission du Conseil des arts à la base, c'est vraiment de repérer, d'accompagner, de représenter l'excellence à travers la création, la production et la diffusion artistique montréalaise, en travaillant aussi avec beaucoup de partenaires municipaux, politiques, économiques. Je pense que c'est très important cet élément-là de le garder en tête. Mais pour nous, cette mission, c'est d'être, je le dis souvent, nous les conseillers, conseillères, et toute l'équipe du conseil, on est des hommes et des femmes tout-terrain. On est vraiment sur le terrain, on est vraiment à l'écoute de nos milieux. C'est un privilège, pour moi, c'est ce que j'aime le plus de mon métier, c'est vraiment d'aller à la rencontre de l'autre et de sonder un peu, de tâter un peu le pouls de notre milieu pour voir où est-ce que vous en êtes, de parler avec les associations, les regroupements aussi pour voir, parce qu'ils sont en contact avec leur communauté, avec leur milieu, voir justement comment on peut mieux s'adapter à ces réalités, surtout que la COVID, on le sait, a durement impacté tout le système artistique et culturel. Voilà, puis vous accompagnez aussi dans leur développement, rapidement, juste pour conclure, des nouvelles institutions, des nouvelles formes de collaboration. On pense aux collectifs qui sont apparus, qui ne sont pas apparus, mais qui sont beaucoup plus présents, disons, récemment, que vous identifiez, que vous accompagnez d'une certaine manière. Absolument, l'ouverture au collectif depuis 5 ans nous a permis aussi de mesurer l'importance des collectifs sur le territoire métropolitain. Donc, c'est clair que cet accompagnement se fait aussi avec, bien entendu, toujours des individus. Et on voit aussi au niveau de l'augmentation des demandes cette année, au niveau des collectifs, ça a vraiment impacté tous les secteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous, qui est très important au Conseil. Merci beaucoup, Marie-Michel, pour ce premier tour de piste qui nous permet de voir un peu mieux les dynamiques qui animent à la fois les centres d'artistes et le conseil. Donc, on va rajouter un acteur déjà dans cette cartographie, dans cet écosystème, avec Myriam Achard. Donc, Myriam, la première chose peut-être sur laquelle j'aimerais t'entendre, c'est, tu travailles au sein de FI, mais FI, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs identités, c'est plusieurs institutions, organismes qui ont chacun leur rôle. Donc, peut-être dans un premier temps, tu pourrais nous faire un portrait de ces institutions. Alors, avec grand plaisir, bonjour et merci de cette belle invitation. Donc, FI, c'est une grande famille.
le premier lieu qui a vu le jour, et tout à l'heure, Laurent, en liant ma bio l'a dit, moi j'ai la chance et j'ai le privilège de travailler aux côtés de Phoebe Greenberg. Donc, le premier lieu que Phoebe a créé il y a de cela 14 ans, c'est une fondation pour l'art contemporain. Donc, elle s'appelait à l'époque DHCR, Fondation pour l'art contemporain. Elle a changé de nom il y a quelques années. Elle s'appelle maintenant la Fondation FI pour l'art contemporain. Toutes les activités que l'on propose à la Fondation, que ce soit l'accès aux expositions, que ce soit les conférences, les projections de films, toutes les activités sont gratuites. Ça, c'est extrêmement important. Et le rôle de cette fondation, c'est vraiment de présenter des expositions, 2 à 3 expositions par année d'artistes majeurs, internationaux, et de présenter donc de grandes expositions à Montréal. Au cours des dernières années, on a ouvert un peu cette mission à la présentation d'artistes locaux. Et locaux, j'entends montréalais, québécois, canadiens. Preuve en est, la dernière expo, pas celle qui se termine ce week-end, mais la précédente qui s'appelait Relations, et en lien avec la diaspora. Donc, il y avait des artistes locaux, disons, pan-canadiens. Donc, ça, c'est le rôle de la fondation. Le rôle, ensuite, il y a le Centre Phi, qui est un lieu qui, lui, a vu le jour il y a 9 ans maintenant. En fait, pour la petite histoire, quand Phoebe a créé la fondation et que la fondation était vraiment bien sur les rails, elle s'est dit, OK, j'ai donné une maison à l'art contemporain, mais qu'en est-il des autres formes d'art? Parce que Phoebe, c'est une passionnée des arts. Nous le sommes tous. La musique, le théâtre, la danse, etc. Elle s'est dit, bon, alors je vais créer un nouveau lieu et c'est comme ça qu'est né le Centre Phi. Donc, le Centre Phi, donc, comme je le disais, a ouvert ses portes en 2012, il y a 9 ans. À l'époque, vraiment, les concerts, les projections de films, les conférences, on présentait des expositions aussi. C'était vraiment ce qui constituait notre programmation. C'est encore le cas aujourd'hui, cela dit, avec un fort accent sur les expositions qui sont à l'intersection entre art et technologie. On a commencé à présenter, par exemple, des œuvres de réalité virtuelle au Centre Phi il y a maintenant 6-7 ans, bien avant que la réalité virtuelle ne soit au goût du jour comme ça l'est aujourd'hui. On a commencé vraiment de façon c'était très petit. Et aujourd'hui, au Centre Phi, on présente de 2 à 3 expositions majeures par année qui mettent de l'avant la VR, la réalité augmentée, la réalité mixte, l'immersion, les projections, l'intelligence artificielle. Donc, on a une réelle passion pour ce genre d'exposition. Cette année, c'est une année extrêmement importante pour nous, même si la pandémie nous a frappés comme tous, comme tout le monde. Cette année, on est présent au Centre Phi, oui, avec une expo, mais on est aussi présent hors les murs. On est à l'Arsenal avec 2 grandes expositions, expériences qui seront présentées tout l'été. Et on est encore une fois dans la réalité virtuelle. Donc, c'est vraiment les 2 entités. Après, bon, il y a le Studio Phi qui fait voyager aussi nos expériences, mais la Fondation et le Centre sont vraiment nos grands pôles. Est-ce que d'être soutenu par une mécène, est-ce que ça donne de la liberté ou est-ce que ça, d'un point de vue de programmation, est-ce que ça contraint? Bon, on va commencer par ça, tiens. Mais en fait, je sais que bon, Phoebe, elle est effectivement vue comme une mécène et c'est ce qu'elle est pour la Fondation. Moi, j'aime appeler Phoebe, j'aime la nommer comme entrepreneur culturel. Le Centre Phi, c'est pas le volet mécénat, c'est vraiment, je vais le mettre entre guillemets parce que j'ai pas trouvé de meilleur mot, mais le Centre Phi, c'est une business. On vend des billets, on a des comptes à rendre, donc c'est vraiment, ce sont 2 entités différentes. Mais pour répondre à ta question, Laurent, au-delà du côté mécénat ou autre, travailler avec Phoebe, c'est extraordinaire, c'est une visionnaire, donc on n'a pas de contraintes. On est extrêmement libre au niveau de la programmation. On est une équipe soudée, vraiment tissée, serrée, donc je ne vois pas de contraintes à ce niveau-là. Ben, au contraire, on sent une effervescence, on sent une flexibilité. Là, c'est une question... C'était un peu une rhétorique, là, mais en tout cas, c'était pour te tendre une perche, mais en fait, ça se retrouve aussi, ce climat flexible dans la relation que vous avez au public dans ces institutions. Comment vous voyez votre relation au public, justement? Bien, pour nous, on est toujours... La question qu'on se pose à chaque fois qu'on programme
quelque chose, que ce soit à la Fondation avec Cheryl Sim, qui est notre commissaire, que ce soit au Centre Phi avec mes collègues qui sont à la programmation, est-ce que ce qu'on est en train de préparer, ce qu'on est en train de mettre sur pied, ça va interpeller nos publics? Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que Marie-Michel a dit tout à l'heure. Il n'y a pas un public, il y a des publics. Donc, on est très, très à l'écoute, par exemple, des commentaires que les gens nous font. On fait des sondages de façon très régulière et on veut rendre heureux nos publics. On veut que quand ils viennent chez nous, ils en ressortent avec une expérience mémorable. Donc, on est très, très en dialogue avec eux. En temps normal, bon là, c'est pandémie oblige, on a arrêté ça, mais on a lancé il y a quelques années, dans le cadre des expositions qu'on présente au Centre Phi, un projet qui s'appelle les 5 à Tech. Donc, pas les 5 à 7, mais les 5 à Tech qu'on présente dans le cadre des expos, qui sont vraiment des moments intimes où le public, et dans ce cas-là, c'est 15-20 personnes maximum, et c'est voulu, peuvent échanger avec les artistes, par exemple, qui sont présents dans l'expo sur des thèmes précis. Donc, sans public, on n'existerait pas. Donc, le public et les publics sont au cœur de nos préoccupations. Ils sont toujours bien accueillis. Peut-être pour terminer ce premier tour d'horizon, j'aimerais savoir comment tu penses que le Centre Phi, toutes les institutions de Phi contribuent en fait dans l'écosystème des arts visuels à Montréal, puis peut-être même au quartier dans lequel vous êtes, puisque vous n'êtes pas si loin du lieu où sera MR63. Je pense que les propositions qu'on fait, que ce soit avec la Fondation ou le Centre, c'est assez unique. Puis je dis ça de façon très humble. Hein. On n'est pas meilleur que d'autres, mais je pense qu'on a des propositions qui sont, comme je le disais, assez uniques. On croit beaucoup à la collaboration. Et quelque chose que la pandémie a révélé pour moi, en tout cas, mais mes collègues aussi, c'est que ça nous a fait réaliser qu'on avait beaucoup de liens avec l'étranger. On a fait beaucoup de collaborations avec des acteurs internationaux et on a peut-être un peu oublié nos amis au niveau local. Moi, je connais beaucoup plus de gens, par exemple, qui œuvrent dans des sociétés ou des artistes qui produisent des œuvres, par exemple, qui sont à l'intersection entre art et technologie à l'étranger que dans mon propre pays. Et ça a été révélateur pour nous, donc, de vraiment de revenir, pas revenir, on n'est jamais parti, mais de vraiment de tisser des liens entre la communauté locale, montréalaise, québécoise, canadienne et nous. Et puis, bien évidemment, avec l'arrivée de ce que Étienne et Frédéric font, moi, je vois ça comme un corridor extraordinaire parce que c'est pas très loin, effectivement, où ils seront installés vers chez nous. Donc, pour moi, c'est vraiment ça va être possible, je le crois, de faire des choses ensemble. On collabore déjà ensemble depuis de nombreuses années et je vois ça d'un très bon œil, en fait. Merci Myriam. Mais justement, on va partir de votre bout du corridor culturel peut-être pour aller à l'extrême opposé avec Agnès. Et en fait, j'aimerais, bien candidement, je vais vous avouer que je ne connaissais pas très bien la mission du Centre culturel Georges Vanier avant qu'on se rencontre. Et c'est vraiment une mission qui est vraiment fait. En tout cas, c'est très stimulant, c'est très inspirant, c'est engageant. Et j'aimerais d'abord peut-être inviter à nous rappeler quelle est cette mission. Oui, absolument. Merci Laurent, bonjour à tous. Merci pour cette belle invitation. C'est vrai que nous, en fait, avec beaucoup de modestie, on fait partie des petits acteurs, on est des petites mains de notre belle métropole culturelle. Alors, le Centre culturel Georges Vanier est un organisme à but non lucratif. Cette année, on fête nos 10 ans. Alors, on nous demande toujours de nous situer dans l'écosystème culturel. Et j'ai envie de vous dire, en fait, que nous, on aime bien sortir un peu du cadre établi, d'aller plutôt vers une pluralité d'approches artistiques. Un organisme comme nous, en fait, doit être à la fois jouer le rôle un peu de sociologue, d'anthropologue. On doit vraiment, en fait, se réinventer, s'adapter. On évolue évidemment avec le temps. Là, on arrive à nos 10 ans. Donc, évidemment, notre mandat et notre mission a également évolué avec ce facteur temps.
Aujourd'hui, en fait, on aimerait, ou en tout cas, c'est vraiment dans les objectifs à atteindre, parce qu'on est encore dans ce processus de développement, c'est de devenir vraiment un lieu alternatif de la pratique artistique. On s'inscrit, si vous voulez, à la fois dans une forme de transversalité et à la fois dans une forme d'intersectionnalisme culturel, avec deux visions bien précises, qui est à la fois dans l'intergénération et intergénérationnel et l'interculturel. Par exemple, pour vous donner des exemples très concrets, vouloir un petit peu devenir un hub artistique. On a commencé à développer, par exemple, une série de résidences artistiques. On veut être aussi un lieu culturel très représentatif, très proche des citoyens culturels. Devenir, en tout cas, une forme de pôle culturel hybride. Alors, dans un contexte d'identité et d'enjeux identitaires, je vous dirais que l'hybridité pour nous devient en fait cette identité dans laquelle nous nous reconnaissons, et on se rend compte aussi que les citoyens et les habitants qui viennent également au centre se reconnaissent à travers cette formule-là. La mission, elle est assez claire. C'est véritablement, le terme a été prononcé par Marie-Michel, c'est véritablement cette volonté de démocratiser l'art et la culture en visant l'accessibilité et l'ouverture de la pratique artistique au plus grand nombre, tout en tentant, en fait, on a vraiment un noyau dur, mais pour revenir à la question du public, on tente aussi évidemment d'aller vers des personnes qui sont beaucoup plus loin de l'offre culturelle. Alors, c'est tantôt via des cours ou des ateliers. On a également fait des 6 à 9 créatives aussi, pour reprendre la formule 5 à 7. On fait des 6 à 9 créatives. On est dans du troc culturel, par exemple. Via nos expositions, on essaie de soutenir des artistes de la relève, des artistes émergents, sans aucune prétention de vouloir aller absolument vers l'art contemporain. Mais c'est vrai qu'on a également eu la chance d'avoir des artistes émergents dans le domaine de l'art contemporain. Donc, vous voyez, on essaie un petit peu de toucher, en fait, on veut jouer en fait sous forme d'intersectionnalisme entre à la fois une pratique artistique amateur et professionnelle. Et c'est peut-être ça un petit peu notre originalité, parce qu'on est vraiment à la croisée, si vous voulez, de différentes formes de pratiques, à la fois multidisciplinarité, mais à la fois une forme d'hybridité dans la manière de faire. Mais justement, est-ce qu'on pourrait avoir exploré d'un point de vue plus concret ou pragmatique comment cet intersectionnalisme amateur-professionnel se vit, par exemple, dans vos projets? Oui, alors par exemple, quand on a une exposition, donc là, nous avons la chance d'avoir une nouvelle exposition à chaque mois. La formule exposition, on essaie encore une fois, par exemple, de sortir du cadre. Donc, la formule classique, c'est d'avoir une exposition, commissaire, vernissage, parfois un finissage. Nous, on essaie de donner un peu plus de temps. Parfois, ça va entre 4 à 5 semaines d'exposition, pour vraiment donner le temps, évidemment, à l'exposition, le temps de la faire connaître, le temps de la faire vivre. Et autour, en fait, de l'exposition, on tente, en fait, de faire des activités connexes. Alors, ça peut être tantôt une résidence artistique avec l'artiste, vraiment découvrir l'univers, toute l'historique, en fait, de l'artiste derrière son approche artistique. Tantôt, ça peut être de la médiation culturelle, tantôt, ça peut être des tables rondes, des conférences. Ce qu'on aimerait véritablement, l'objectif ultime, en fait, c'est que le public puisse rentrer dans le processus de création. Et c'est vraiment cette idée de inclusion dans le processus qui devient très intéressant, puisque par exemple, à un moment donné, on avait abordé la cyanotype. Là, véritablement, on a invité les personnes et on a eu des listes, on a eu trop d'inscriptions, donc on a dû faire même des listes d'attente pour vous dire à quel point la demande était là, de vraiment, la pratique de l'artiste pouvait être réappropriée, si vous voulez, par le public. Et ça, c'était voilà, des actions très concrètes où justement, on va essayer d'ouvrir au plus grand nombre. Et surtout, la volonté aussi derrière tout ça, c'est d'effacer en fait les frontières invisibles, parce que souvent, évidemment, quand on parle aussi du milieu des arts et de la culture, il y a évidemment ce côté parfois un peu élitiste, parfois fermé. Et on a envie de dire, mais en fait, pas du tout, rentrez dans le centre culturel, rentrez dans une exposition. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait l'histoire de l'art ou de venir d'un milieu académique ou d'une pratique artistique particulière pour pouvoir aller dans la pratique en tant que telle et dans la pratique de faire. Donc, en fait, c'est véritablement là où nous, on a un rôle à jouer. Justement, je me souviens que vous disiez, ou que tu disais, je m'excuse, je passe du vous au-dessus, mais que comment, si on présente une exposition de céramique, on a envie que les publics fassent de la céramique, donc une espèce de continuum à ce niveau-là. Puis en fait, même dans vos manières
tu nous expliquais que dans la manière de rejoindre les publics, il n'y avait pas, par exemple, de vernissage qui allait se faire nécessairement en soirée. Des fois, vous vouliez rejoindre un public plus vieux. Ce public-là, il est disponible le matin. Donc, on organise un vernissage ou un finissage le matin. Donc, il faut aussi changer ses pratiques en fonction des publics auxquels on s'adresse. Oui, absolument, parce qu'on ne peut pas communiquer, on ne peut pas proposer une programmation si on ne connaît pas bien en fait notre public. Les personnes âgées, pour nous, nos aînés sont très, très importants. Donc, évidemment, pour eux, c'est une programmation plutôt en matinée. On est en train de développer une section jeunesse. On sait que les parents sont très, très, très pris la semaine. Donc, on essaie d'aller pour tout ce qui est petite enfance, la jeunesse, surtout développer les arts visuels pour la jeunesse. Ça, c'est plutôt les fins de semaine. Et puis, évidemment, pour les jeunes professionnels, c'est souvent en semaine, puisqu'ils sont souvent indisponibles les fins de semaine, les vendredis soirs. Donc, vraiment essayer d'être très, très flexible, en fait. Et notre structure s'inscrit aussi, évidemment, dans cette façon de faire, c'est-à-dire d'avoir une programmation très intergénérationnelle et à la fois, en termes de structure, au lieu d'être, en fait, dans une forme de structure hiérarchique et très rigide, nous, on est véritablement dans je dirais, en fait, on s'est beaucoup inspiré de la philosophie autochtone. On est plutôt dans une mode de réflexion circulaire. Et dans ce mode circulaire-là, évidemment, il faut tenir compte de l'approche, du point de vue, de la réalité de terrain de chacun des publics qu'on tente d'approcher. Merci beaucoup, Agnès. Je pense que ça met bien, on comprend bien la mission, ça met bien la table. Puis, on va continuer cette déconstruction de l'écosystème maintenant en parlant avec Martin Dufrane de Dardar. Un centre d'artistes qui a une mission vraiment singulière, originale, unique dans cet écosystème et qui est doublée d'une histoire aussi particulière au cours des 15-20 dernières années. Donc, Martin, bonjour. Je ne sais pas si déjà dans un premier temps, tu pourrais nous expliciter cette mission et cette historique unique. Oui, tout à fait. Merci pour l'invitation. La mission de Dardar consiste à explorer, à questionner et à faire évoluer les pratiques, les espaces et les modes de diffusion de l'art actuel. Puis, comme mes pairs, bien entendu, en assurant la démocratisation et son accessibilité. Donc, voilà la mission du centre qui a 36 ans, qui célèbre cette année ses 36 ans. Un centre qui a occupé divers lieux dans la ville de Montréal depuis sa fondation. 4 lieux qui étaient sous forme de galeries avec des formats plus traditionnels de ceux de l'exposition. Et en 2004, le centre et son équipe a opéré un changement radical et majeur qu'on a nommé notre dislocation, donc un projet d'articulation urbaine où le centre a délaissé l'espace de la galerie qu'il occupait, qu'il louait, pour se doter d'un abri mobile, une roulotte de chantier et de s'insérer à même le tissu de la ville comme plusieurs des artistes qui le faisaient déjà. Donc, c'est un geste qui a été à quelque part motivé pour des raisons économiques, pour assurer une plus grande part du budget de fonctionnement dont on dispose. On est soutenu par les 3 conseils des arts et donc motivé par, bien sûr, pour une raison de rendre accessible une part importante aux œuvres et aux artistes, mais aussi pour être en phase avec les préoccupations qui, dès le milieu des années 90, de plus en plus d'artistes souhaitaient agir et occuper des espaces qui ne seraient pas le cube blanc référentiel et les 6 messes, puis opérer à même la ville. Donc, ça faisait sens que l'équipe, que le quartier général s'expose, se fragilise aussi et que comprennent bien tous ces enjeux-là fort intéressants d'être dans l'espace public ou dans des lieux non traditionnellement voués à la diffusion de l'art. Donc, les intempéries, évidemment, de prendre comme un atout la porosité, la réception enchantée de l'art ou la résistance face à l'art, les réalités d'une vie urbaine, le bruit, le mouvement, et tout ça. Donc, ça a été le parti que le centre a pris depuis 2004. Et donc, depuis aussi, je sais qu'on va réfléchir à l'institution
l'institution, à l'institutionnalisation, il y a un autre parti pris qui a été qui est soutenu par les membres, c'est de demeurer nomade aussi, en pensant que l'immobilité et que d'être stationnaire, d'être à un lieu fixe, consistait aussi à une forme d'institutionnalisation. Donc, en demeurant mobile, en se donnant des terrains de réflexion aux artistes divers. Pour nous, c'était une façon encore, Marie-Michel utilisait l'idée d'être à l'écoute. C'est une façon aussi là, de pouvoir réfléchir à divers enjeux de la ville. Puis on en est à notre 6e dislocation. Donc la première, je peux peut-être les évoquer rapidement pour voir les déplacements qu'on a eus. Donc la première, en 2004, Dardar s'est installé au Square Vigée. Donc déjà, il y avait comme une présence importante, cette frontière-là entre le Vieux-Montréal et le centre-ville, le rapport aussi de l'aménagement d'œuvres d'art public. Je pense à la sculpture d'Audelin et tout ça. Donc, 2004, le Square Vigée. Et il faut aussi peut-être mentionner qu'à chaque fois, il y a la volonté, évidemment, d'identifier un lieu fort inspirant, d'obtenir l'aval des arrondissements pour pouvoir s'y positionner de façon bien entendu éphémère, mais quand même de façon officielle. Donc, à chaque fois, il y a cette volonté-là d'identifier un lieu propice, inspirant, porteur, mais je dois dire aussi que chacun des déplacements a été motivé aussi par diverses situations. Donc, il y a eu les Out Games qui ont pris place au Square Vigée justement en 2006, puis on nous a proposé de nous éclipser pour quelques mois pour laisser le champ libre. Puis bon, l'équipe, ce que ça représentait pour un centre d'artistes de procéder à un mouvement comme celui-là, on a décidé de se déplacer vers le Myland, dans un parc qu'on a appelé le parc sans nom à ce moment-là parce qu'il n'y en avait pas, donc sous le viaduc Vanon. Chacune de nos migrations subséquentes là, ont vraiment coloré ou conditionné ce que les artistes proposaient au centre parce qu'on fonctionne avec appel de projet. Donc, je vais faire le reste des déplacements. Le Square Vigée, premier amarrage. Le parc sans nom dans le Myland, le second. Le Square Cabot dans Ville-Marie, mais dans le secteur Peter McGill, la 3e dislocation. La 4e a été tout près du métro Frontenac, derrière une usine de tabac-cigarette. Et après coup, bon, ça, la première phase coïncide avec un désir d'être là où on n'attend pas l'art, justement, d'être à la marge. Marie-Michel parlait des pôles culturels. Bon, à contrario, à rebours-poil, peut-être dire que Dardar choisit d'être un peu à la marge ou ailleurs. Ça a été la première volonté. Et après les 3 premières installations, les 3 premiers amarrages, le collectif, les membres, parce qu'un centre d'artistes, c'est bien entendu son équipe, son conseil d'administration et tous les membres qui s'y impliquent très sérieusement. Mais il y a eu une volonté de se rapprocher des lieux de pouvoir, des lieux décisionnels et des lieux qui sont les lieux officiels de l'art. Donc, nous avons migré dans le quartier des spectacles sur l'esplanade du métro Saint-Laurent. Donc, vraiment passer d'une attitude à la marge pour revenir vers les centres. Et donc, suite à Saint-Laurent, on a finalement la 6e dislocation, c'est celle du sud-ouest où on a été positionné dans un espace qui n'avait pas l'appellation de parc, mais tout près du marché Atwater. Donc, à chaque fois, que ce soit la richesse de l'environnement patrimonial, industriel, quartier résidentiel, l'offre culturelle ou la carence ou la moins grande diversité de propositions, à chaque fois, ça influence grandement ce que les artistes proposent.
Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce que cette posture de nomadisme-là induit dans votre relation au public? Parce que nécessairement, vous avez une posture qui est différente de celles qui ont été exposées jusqu'ici. Ben, ce que ça induit, c'est que ça, encore là, pour reprendre l'image de l'écoute et d'être attentif, vigilant pour eux, ben, chacun des contextes est très différent, que ce soit une présence importante de personnes en situation d'itinérance ou précarité, ou plutôt dans un cadre résidentiel. Donc, ce que ça fait, c'est que les façons de faire, les modes opératoires, les façons de rejoindre nos publics, les publics, je renchéris sur celles qui m'ont précédé, c'est vraiment des publics. Et dans notre cas, on peut parler aussi de non-publics ou de publics non captifs aussi. Ça, vraiment, il y a quelque chose qui est souhaité par Dardar et les artistes, c'est d'être sur le chemin du quotidien, donc dans la trajectoire qui nous lie entre la maison et le bureau, à la garderie, donc d'apparaître et de surgir là où on n'attendait pas. Donc, la rencontre qui se fait avec le projet artistique, l'intervention artistique, le projet chorégraphique, la performance, ce sont des pratiques interdisciplinaires qui sont soutenues par Dardar. À chaque fois, c'est plus de l'ordre de la surprise que du choix délibéré de s'y rendre. Quelquefois aussi, certains projets se passent de cette façon-là. On pourrait parler que certains publics sont à quelque part orientés par le type, la nature de la pratique artistique, quand par exemple on est dans des projets d'art vivant ou chorégraphique, on devine que celles et ceux qui viennent voir les projets par intérêt sont informés. Il y a ce premier public-là. Sinon, il y a les résidents, les citoyens, les citoyennes de Montréal qui le voient. Donc, on multiplie aussi, on a un projet depuis 2006 qu'on nomme la HALT, qui est un centre de médiation, un centre de documentation, une bibliothèque en plein air qui prend la place dans un conteneur maritime qui est aménagé pour ça et qui offre dans un parc, actuellement on est dans le parc Saint-Cunégonde de la Petite Bourgogne, qui offre aux touristes, aux riverains, aux passants, aux citoyens, l'accès gratuit, libre à une collection de plus de 900 ouvrages qui sont bien entendu orientés vers art et citoyenneté, diverses pratiques d'art actuel hors les murs. Donc, c'est une façon d'atteindre un autre public. On investit aussi les espaces virtuels, les réseaux sociaux, avec des projets artistiques pensés de cette façon-là. Donc, il y a diverses, je dirais que c'est comme à la pièce, ou des projets de médiation qui s'adressent à un public très, très jeune dans des écoles élémentaires. Donc, chacun des projets a une attitude et propose un degré d'engagement, si on veut, ou de participation ou de réception totalement varié. Merci, Martin. Pour compléter, en fait, ce tour, cette déconstruction de notre écosystème montréalais, on se tourne vers Étienne Morin-Bordelot. Bonjour, Étienne. Rebonjour. Rebonjour. Puis, en fait, j'avais prévu de te laisser le champ libre parce que j'ai envie de t'entendre rebondir sur tout ce qui a été dit jusqu'ici parce que MR63 est en transition. Vous vous posez ces questions-là nécessairement. Vous avez trouvé des pistes de réponse, que ce soit sur l'espace, la manière que vous allez avoir, la manière d'accueillir les publics, la programmation que vous allez mettre en œuvre. Donc, peut-être nous offrir à chaud tes premières pistes de réaction. Ben oui, parfaitement. Puis je pense que c'est justement ça. À écouter tout le monde, je pense, Laurent, tu l'as très bien dit, ça fait un portrait très global de ce qu'on a dans l'écosystème culturel ici. Peut-être qu'une présence muséale aussi aurait pu être pertinente dans l'adéquation, mais pour l'instant, je pense qu'on voit très bien qu'est-ce qui s'offre ici, comment on peut, les différents véhicules, en fait, que les gens peuvent utiliser pour parler de culture. Mais tous ces véhicules-là partent à la base encore là, dans la même métaphore d'un conducteur ou d'une mission, d'une volonté. Puis nous, à la base, je pense que notre particularité, c'était de récupérer ces wagons de métro-là et en faire une sculpture, une œuvre en tant que telle, commémorative des wagons. Fait que la genèse de notre projet, c'est vraiment ça. Puis ensuite, on voulait
pousser un peu plus loin, puis que le contenant, que le contenu réponde au contenant, puis que les deux aient la même mission. Donc, qu'est-ce qui était la mission du wagon de métro de Montréal? Découvrir, voyager Montréal. Fait qu'on s'est dit à l'intérieur, ça va être la même mission. Ça va être de découvrir et voyager dans Montréal. Donc, on allait parler d'art, de culture, de design, de gastronomie, ce qui représente Montréal. Fait que de là, il y a, comme tu disais au début, il y a 8 ans, c'est un peu l'idée du projet. Fait que nous, on est parti avec ça, puis on a avancé notre parcours. Après, où on se positionne dans cet écosystème-là, c'est les questions qu'on se pose. Est-ce qu'on est un collectif qui a créé une œuvre pour parler d'art? Est-ce qu'éventuellement, on devient une espèce d'une institution parce qu'on est sur un lieu public subventionné par la ville? Est-ce qu'on est un centre d'artistes? Est-ce qu'on est un lieu de diffusion? Je vais peut-être en rajouter un autre mot, là, juste pour mélanger encore plus, mais est-ce qu'on se veut un peu plus un lieu de découverte? Bon, c'est un peu juste une autre façon de dire lieu de diffusion, mais c'est même qu'on veut pousser ce côté de découverte, de bonheur, de rentrer dans un lieu et de découvrir la culture. Parce que pour nous, ce qu'on veut, c'est que les gens rentrent, puis ensuite sont redirigés vers tous les autres acteurs qui existent, qui sont autour de la table et les nombreux autres qu'il y a aussi. Fait que c'est vraiment cette volonté-là qu'on a. Puis, en fait, À essayer de voir. Vas-y. Non, excuse-moi, je voulais juste te relancer sur une autre piste, hein, puis je voulais en profiter pour dire à notre public qui nous écoute que vous pouvez poser des questions, que ce soit en levant la main, via le question-réponse. On va accueillir très bientôt vos questions, donc vous pouvez les préparer. Puis en fait, Étienne, votre mission, elle est beaucoup plus large que juste les arts visuels, disons. Vous voulez aussi être un lieu de découverte de la gastronomie, du design. Donc, peux-tu nous parler dans un premier temps de ça, puis aussi vous parler comment vous envisagez votre relation à vos publics? Qui sont peut-être les publics que vous imaginez pour MR63? Exact. En fait, le lieu en tant que tel est un lieu de diffusion, donc exposition, création et spectacle à l'intérieur, mais il y a aussi un café-bar qu'on voit aussi comme lui-même un lieu de diffusion pour la gastronomie. Fait qu'on met de l'avant la gastronomie, l'art et le design. Dans l'art, c'est le parapluie pour toutes les formes d'art, donc la pluridisciplinarité de notre lieu est là. Mais on veut vraiment que les gens vont être attirés parce que c'est un lieu unique, une sculpture en tant que telle de wagon de métro, rentrer à l'intérieur, découvrir une première approche avec un micro-terrafacteur d'ici, un micro-brasserie qui vient de sortir un nouveau produit qu'ils ont chez nous. Puis ensuite, ils sont déjà en connexion avec une œuvre locale gastronomique. Puis ensuite, ils vont monter au deuxième, troisième. Ils vont découvrir une nouvelle exposition qu'on aura créée en partenariat avec un centre d'art, avec un collectif, avec le Centre Phi, avec un autre lieu. Donc, c'est vraiment cette idée-là de connecter un peu, comme Myriam disait tantôt, de connecter les milieux culturels à la grandeur locale. On a un axe plus, Annie parlait de sa mission qui était plus sur l'art émergent, les artistes amateurs. Nous, on se voit un peu comme on veut parler de l'heure actuelle, de ce qui se passe en ce moment à Montréal. On est un miroir un peu de ce qui se passe en ce moment. On n'est pas précurseur ou avant-gardiste, on n'est pas l'art institutionnel, on est vraiment ce qui se passe en ce moment, un espèce de reflet de Montréal en ce moment. J'ai envie de te relancer sur les publics de Griffintown. Oui. Comment tu vois ta relation avec, toi, pas personnellement, mais la relation de MR63 avec ces publics-là, qui sont aussi quelque part sollicités par Dardan, par le Centre culturel Georges Vanier, puis le Centre Phi exerce assurément une attraction sur ces publics-là. Comment vous vous voyez dans cet écosystème peut-être plus micro, là? C'est une super question pour finir qu'au final, on a un lieu, mais celui-là est placé quelque part géographiquement dans une ville. Donc, est-ce qu'on est un icône de tout Montréal, mais on est aussi un lieu culturel pour Griffintown qui en a besoin et qui a été sous-desservi ou qui a eu une grande communauté de justement studios d'artistes, ateliers d'artistes qui a, à travers le temps, changé et qui veut reprendre un peu le dessus. Il y a déjà des lieux institutionnels, l'Arsenal, la Fonderie Darling, la Poste, qui sont là depuis longtemps. Donc, on se place comme... Avec mon frère, on a découvert Griffintown. Nous, on vient de l'ouest de l'île. On a découvert le quartier, on s'est implanté, on vit là, on a travaillé là, on a créé nos places publiques pour tester le concept, mais aussi pour parler aux communautés du Sud-Ouest, pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, pour voir si notre projet a du sens avec eux, puis pour le créer en collaboration avec eux. Parce qu'on ne voulait pas arriver avec notre concept, voici notre sculpture de wagon, voici notre idée de Montréal. Maintenant, c'est comme ça que ça marche à Griffintown ou dans le Sud-Ouest. Donc, c'est vraiment un projet collaboratif qui est entre le bar de quartier ou le centre d'art de quartier
et cette prestance, ce rayonnement qu'on voudrait, même international, devenant un nouveau lieu incontournable de Montréal. Peut-être dernière question avant d'inviter les autres panélistes à déjà peut-être rebondir sur certaines idées qui ont été avancées par vos co-panélistes. Étienne, la question du financement, c'est quelque chose qui a été soulevé dans nos pré-discussions. C'est quoi vos préoccupations par rapport au financement, autre que ça nous prend, il faut aller chercher des sous, là? Bien, outre le fait qu'il faut de l'argent pour créer ces projets-là, c'est un peu le nerf de la guerre. Puis, comme Myriam, je pense que tu le disais, mon frère et moi, on se voit vraiment comme des entrepreneurs culturels. Puis c'est comme une autre branche qu'on desservit, qu'on peut desservir les artistes, mais c'est difficile parce qu'on s'est mis le plus gros défi, c'est de créer un lieu physique avant même de pouvoir parler de notre mission ou mettre de l'avant notre mission. On l'a fait dans des lieux éphémères pour commencer à tester le concept. Mais on n'avait pas un lieu attitré, puis là, on a perduré notre mission, puis on a commencé notre notoriété comme ça. On travaille à l'envers, puis souvent, ce processus-là de lieu qui se crée, c'est souvent fait par du mécénat ou une personne qui peut mettre en place celui-là, puis ensuite créer sa programmation. Fait on le construit un peu à l'envers, on est vraiment un peu entre tous ces lieux-là. Donc, c'est particulier. Mais ça nous a permis de mélanger beaucoup de personnes, puis de toujours travailler autant avec le privé, autant avec des commanditaires, autant avec le gouvernemental, puis de mettre tout le monde autour de la table et de dire, regardez, on a un projet qui peut marcher, qui ne sera pas subventionné par une personne, qui va être le cumul de tout le monde, puis qui va représenter tous les secteurs possibles, autant le privé, le public. Merci, Étienne. Donc, j'invite tous mes co-panélistes à peut-être lever la main ou me faire signe. En fait, j'ai envie de me retourner vers Marie-Michel qui avait dit dans une de nos pré-rencontres que la préoccupation pour les publics, je vais y arriver, c'est quelque chose qui a vraiment changé au cours des années. Puis Marie-Michel t'avait dit accueil, accueil, accueil. C'est vraiment quelque chose qui s'est dessiné dans les dernières années. Est-ce qu'à la lumière de ce qu'on a entendu aujourd'hui, est-ce que Marie-Michel, la personne et non l'institution qu'elle représente, à quelque part, est-ce que tu trouves que ça va dans cette voie-là? Est-ce que tu trouves que c'est rassurant pour la suite dans notre relation entre le milieu des arts et les publics? Oui, moi, je suis une éternelle optimiste. Alors, je pense que oui, parce que je constate, moi, comme on est pas mal en mode repérage, depuis les 5 dernières années, ce que j'ai vu d'abord, de plus en plus de collaboration entre les disciplines. Donc, l'interdisciplinarité est devenue non seulement une méthodologie, mais une manière de fonctionner et de travailler différemment avec les autres. Ce que nous a appris la COVID, malheureusement, c'est aussi qu'on ne peut plus travailler tout seul dans son coin. Je pense qu'il faut qu'on est vraiment dans des modes, et ça ne date pas d'aujourd'hui, dans des modes plus de décloisonnement territorial dont parlait Martin tout à l'heure, mais aussi décloisonnement à l'intérieur même des contenus, des programmes ou des programmations que l'on constate au fil des années, quand on fait le tour un peu des centres d'artistes, des musées, des lieux pluridisciplinaires. Cette mixité, ce métissage, je pense que c'est ce qui va être de plus en plus mis à l'honneur, mis en œuvre, mais aussi pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on disait tout à l'heure, ces publics, comment les rejoindre. Donc, tout le monde développe des multiples stratégies de manière d'aller chercher tous ces publics. Comment faire pour les sensibiliser aussi aux pratiques artistiques, comment les faire se sentir bien, qu'on soit bienveillant, qu'on puisse bien les accueillir, mais aussi les accompagner au cours de ce travail-là. Moi, je pense que toutes les disciplines sont en train aussi de réfléchir. C'est pour ça que je dis de plus en plus pluridisciplinaire. Et les lieux pluridisciplinaires ont aussi donné un peu cette manière aussi de travailler qui est un petit peu plus quand même, qui est complexe, puisqu'on mélange des disciplines. On sort un petit peu de la monodiscipline pour aller vers l'autre. Alors, je pense qu'en collaborant, puis en étant aussi dans des quartiers ou dans des non-quartiers, de collaborer avec nos voisins immédiats, c'est une manière aussi d'aller chercher ces différents publics.
Puis, en fait, merci Marie-Michel. On a un commentaire de Maxime Bertrand qui nous dit cette chose qui est absolument juste. Les gens dans les tours que nous imaginons non intéressés par la culture, ce n'est pas un problème, mais plutôt une occasion. Tout public initié ne l'a pas toujours été. Puis, en fait, quand on entend tout le monde ici présent, j'ai l'impression qu'une partie de votre travail, c'est d'aller chercher ces publics, que ce soit les publics que Martin rencontre, que Darda rencontre dans la vie de tous les jours. Là, qui sont particuliers, qui sont ceux du quartier, ceux d'Agnès qui sont également très, très singuliers. Et puis même, Myriam, au Centre-Phi, ce que vous faites, ça reste d'aller, il y a une mission de séduction, je trouve, qui est absolument réussie, c'est d'amener des publics voir des productions artistiques pertinentes, actuelles, donc d'amener ces publics non initiés qui sont très différents dans tous les cas. Là. Vous ne vous adressez pas nécessairement au même public, mais vous réussissez à les amener dans vos institutions. Donc, je ne sais pas si quelqu'un qui voudrait commenter ces publics non initiés, comment vous les rejoignez? Je peux peut-être juste rapidement, la médiation culturelle, évidemment, c'est un outil essentiel. Si je prends comme exemple ce qu'on fait au Centre-Phi, où c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec, par exemple, un casque de réalité virtuelle sur la tête. Donc, nous, on prend le pari de Laurent, tu lèves la main. Les gens se sentent vulnérables, évidemment. Donc, on prend le pari de les accompagner dans cette expérience. Donc, il y a une mise en contexte de l'œuvre qui est faite. Il y a une explication, à la limite, si ça intéresse les gens, de qu'est-ce que c'est cette technologie. Puis ensuite, quand les gens terminent l'expérience, ben, les médiateurs sont là pour échanger avec eux, etc. Donc, c'est une façon vraiment de mettre à l'aise les gens. Là, je parle plus évidemment de ce qui est technologie. Nos équipes à la Fondation d'éducateurs font un travail d'accompagnement aussi extraordinaire, la réflexion est poussée et on fait ça en petits groupes. Je pense que ça aussi, c'est très important de ne pas essayer de faire ça avec un groupe de 50 personnes, mais de vraiment de rester dans l'intimité. Et c'est selon moi une force. En fait, c'est essentiel pour justement que les gens se sentent à l'aise et bien et accueillis. Et de la même manière, j'ai dit le mot séduction, puis ce n'était pas du tout péjoratif. Je trouve que d'un point de vue promotionnel aussi, c'est quelque chose que vous faites de façon exemplaire. Vous êtes très présent d'un point de vue publicitaire sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans vos préoccupations, dans vos pratiques quotidiennes de la même manière. Là. C'est essentiel et ça fait partie. On a une équipe quand même assez de plusieurs personnes au niveau marketing, au niveau médias sociaux. On réfléchit vraiment à comment communiquer, comment parler, tout en restant bien sûr en respectant qui on est, mais il faut être capable de s'ouvrir. Il faut, pour aller, pour que l'autre vienne à toi, il faut que tu ailles vers l'autre. Et c'est vraiment ça qui est au centre. Sincèrement, l'équipe de marketing et médias sociaux, je pense qu'ils font un travail vraiment extraordinaire. Bien, qui rend sûrement jaloux, en fait, peut-être d'autres personnes autour de la table même. Agnès, comment, justement, cette interface-là, vous la voyez? Comment vous allez rejoindre les non-publics? Oui, alors ça c'est vraiment un défi, hein, surtout quand on est dans le développement d'un nouveau public ou par exemple même quand on met des nouveaux cours, des nouveaux ateliers, ça c'est toujours un défi pour nous de dépasser en fait ce noyau dur qu'on a parce que le centre culturel a la chance quand même de compter sur un noyau dur, mais il faut à un moment donné, comme je vous disais, vraiment casser un peu ce noyau et ça c'est vraiment le défi. Puis oui, susciter l'intérêt, c'est aussi notre mandat quelque part, c'est comment nous trouver les mots justes, la bonne pratique via la médiation culturelle. On a la chance quand même de travailler avec, je me rends compte aussi, avec les artistes et les artisans, parce qu'on travaille à la fois avec des artistes et à la fois des artisans. Ils sont aussi des pédagogues, donc nous, en fait, on appelle d'ailleurs toujours, on dit artistes enseignants. Donc, ils sont à la fois dans la créativité et dans l'approche artistique et créative, et à la fois, ils sont des pédagogues, parce qu'évidemment, il faut emmener tout doucement le
le public. Ce qui favorise un petit peu ce travail-là, c'est de créer en fait une régularité, c'est-à-dire de créer des rendez-vous, de créer cette régularité, de créer parfois une routine aussi, parce que quelque part, le rituel ou la routine, ça peut aussi nous aider à créer ce sentiment d'appartenance. D'ailleurs, avec MR63, on parlait beaucoup justement parce que voilà, on est dans le même quartier. Dardar, vous êtes nos voisins, vous êtes vraiment pas loin. Et c'est vrai que l'idée, le mot a été prononcé par Myriam, cette idée de parcours en fait culturel, justement, on peut créer comme ça des repères. Parce que même aussi, quand vous êtes dans un quartier, que vous soyez dans le quartier depuis longtemps, ou même, je pense surtout aux nouveaux arrivants, Montréal est quand même une ville très cosmopolite, il y a énormément de mouvements. Quand vous arrivez dans une localité, je pense que c'est surtout, on est souvent à la recherche de repères. Alors, si notre centre culturel, Dardar, MR63, le centre Phi, tous ces organes-là culturels peuvent devenir des lieux de repère, je pense que ça facilite aussi cette relation avec le public. En tout cas, pour nous, c'est ce sentiment d'appartenance. D'ailleurs, moi, je dis souvent, le centre culturel, en fait, c'est votre maison. J'ai envie que les gens puissent s'approprier les lieux en disant, écoutez, rien ne nous appartient. Nous sommes évidemment, on a la chance d'être dans un très beau bâtiment municipal. On a cette salle. C'est vrai qu'on a la chance d'être très, très bien situé. On a beaucoup d'espace. Mais finalement, rien ne nous appartient. Ça appartient vraiment aux Montréalais, aux habitants du quartier. Enfin, voilà, encore une fois, il n'y a pas de frontières. Mais c'est vraiment cette invitation de dire vous êtes dans un espace, et pour rejoindre ce que disait Myriam, c'est très, très important, cette question de vulnérabilité. Si vous sentez que vous êtes dans une maison, dans la maison, il y a l'intime. Donc, tout de suite, là, en fait, on rechange un peu notre rapport encore. Marie-Michel disait le rapport à l'autre est essentiel. Là, on a vraiment, enfin, voilà, on doit travailler sur beaucoup de champs de santé à la fois. Mais voilà, ça fait partie de notre mandat, ça fait partie de notre mission, et ça se greffe évidemment quand on est dans la programmation. Il faut qu'on pense à tous ces éléments-là. Martin, je pense que Dardar a une connaissance très fine de la relation au non-public dans des contextes où ils ne s'attendent pas à rencontrer l'art. Donc, assurément, vous avez une expertise qui a été développée de ce côté-là. Oui, je dirais que ce sont surtout les artistes qu'on diffuse qui ont cette connaissance-là, qui le déploient, nous, par la force des choses aussi dans le temps. Moi aussi, comme Annie, j'aimerais rebondir en fait sur ce que Myriam, le mot important et précieux que nous nommez, celui de l'intimité, parce que c'est la voie que préconisent ou que choisissent plusieurs artistes de faire vivre des moments, quelquefois de façon intime. Je pense à des projets chorégraphiques qui étaient expérimentés, vécus dans des relations d'un 1 à 1 pour la dimension, disons, sonore. Évidemment, puisque c'est dans un espace public, d'un parc, et tous les gens qui circulent autour, qui voient qu'il y a art ou quelque chose qui s'y passe. Quand on est là, on offre la médiation aussi pour expliquer de quoi il s'agit. Mais je trouve que c'est une chose importante à souligner par rapport à une crainte que la question du nombre, du très, très grand nombre, serait un critère d'excellence univoque pour de parler de bien rencontrer des publics. Donc, dans le cas de Dardar, il y a certains projets qui rassemblent ou rejoignent un très, très grand nombre. Bon, les réseaux sociaux y arrivent. Par exemple, on a un programme qu'on nomme Écriture publique qui, à chaque semaine, offre une enseigne lumineuse où un poème différent est en place et qui, par d'évidence, comme c'est le jour et la nuit, permet à plusieurs personnes de vivre l'expérience. Sinon, il y a des projets qui sont plus discrets, plus confidentiels, puis pour nous, c'est absolument important d'embrasser cette myriade-là de possibles. Puis, aussi d'éclater sur le territoire, par exemple, tenir des soirées de poésie au Centre-Taverne, par exemple, et par la force des choses, rejoindre d'autres communautés et d'autres publics, faire des lancements à la librairie Le Guélion. Donc, de multiplier les maillages
pour aller directement. En fait, ce sont les publics qui nous accueillent plutôt que nous qui accueillons les publics en allant un peu partout comme ça. Puis bon, et aussi avec le Centre Georges Vanier, on a fait un projet en collaboration de poésie où est-ce que c'était la communauté des usagers ou propres qui souhaitaient suivre un atelier. Puis nous, la courroie de transmission, c'était le milieu de la poésie et de l'écriture. Donc, à la fois, on était comme une courroie de transmission, travaillant en équipe comme ça pour rejoindre. Je crois pas en une stratégie simple, mais plutôt en un bouquet de façons de le faire. Et quelquefois, ce sont des œuvres peut-être plus monumentales. On a quelques occasions, je pense là présentement, à une œuvre que Dominique Pétrin avait fait, par exemple, en emballant complètement un immeuble, qui évidemment, pour les citoyennes et citoyennes, c'était quelque chose qui était très évident. Bon, avec un cartel, la médiation se fait pour expliquer la mise en contexte. Donc, de passer d'une échelle du très manifeste qui s'impose, si on peut le dire, aussi à l'extra confidentiel avec une attitude justement d'infiltration, comme le nomment souvent les artistes, ou d'infusion dans le réel. Étienne, sans grande surprise, je vais rebondir sur quelque chose que Martin a dit, d'une part, où c'est les publics qui vont, c'est Griffintown qui va accueillir d'abord et avant tout MR63. Donc, il va falloir créer des liens peut-être de l'ordre de l'intime avec ces personnes qui habitent dans des tours que Maxime Bertrand nous a nommées. Comment est-ce que cette notion de l'intime, elle est inspirante? Est-ce qu'elle est productive dans vos conversations? En fait, c'est ça. C'est que nous, notre angle d'attaque, l'enjeu sur lequel on parie, c'est cette idée, comme je parlais brièvement au début, de ce lieu qui va attirer. Puis ensuite, en tant qu'entonnoir, va ramener les gens vers cette culture-là. Donc, créer cette volonté de découverte avec les gens autour, cette curiosité que les non-publics, on pourrait dire, pourraient plus avoir que les initiés, va permettre de franchir le premier pas, rentrer dans le lieu et donc découvrir la culture. À travers aussi, un autre angle qu'on veut, c'est de maximiser notre espace au maximum. Donc, avec plusieurs médiums et plusieurs expériences. Donc, le café-bar, la galerie, le lieu de diffusion, la salle de spectacle, c'est pas tous des lieux en silo, mais ils travaillent tous ensemble. Même dans la médiation, donc nos employés travaillant au café vont aussi travailler dans les lieux de diffusion, aussi dans le lieu de salle de spectacle. Donc, c'est vraiment cette volonté que tout le monde, autant dans les employés, mais dans l'expérience que tu vis chez nous, que ce soit un tout et non des petits silos de style ou de différents. Fait que la connexion avec Griffintown, pour nous, on a choisi ce quartier-là parce qu'on a parlé avec Damien Siles à la base du quartier d'innovation qui dit « Viens à Griffintown, il y a un potentiel. » On a rencontré les gens du gouvernement aussi. On a rencontré M. Doré, le maire. Donc, il y avait comme une effervescence, puis on la sentait. Puis ce qui nous a fait rester, c'est vraiment cette idée de terrain de jeu, que ce quartier-là est en train de grandir et sur le point de finir finalement de se construire, mais a besoin de cette identité-là qui a été perdue par le temps. L'identité, on ne la crée pas de toutes pièces. Il y a une histoire, il y a une historique à Griffintown qu'on doit préserver comme on fait avec nos wagons de métro. Mais qu'est-ce que sera Griffintown de demain? On sentait qu'on avait l'opportunité d'aider à écrire cette histoire-là. C'est pour ça qu'on voulait s'initier dans ce quartier-là. Donc, on l'écrira avec donc les gens autour et les publics qui sont les gens de Griffintown. C'est très. On va peut-être revenir à cette notion d'intersectionnalité que Agnès nous a nommée un peu plus tôt, mais effectivement, d'entrer en contact avec certains publics par d'autres biais que directement les arts visuels, c'est peut-être un moyen d'avoir un relais puis d'aller vers effectivement les arts. Donc, la gastronomie, la bouffe, le vin, c'est toujours un moyen excellent d'entrer, ou le café, là, dépendamment des goûts de chacune et chacun, c'est souvent un bon moyen d'entrer en relation avec l'autre. C'est un peu l'idée, c'est que les gens ont déjà découvert un produit où ils sont attirés par une certaine chose, puis ils vont pouvoir trébucher un peu sur un autre et le découvrir. Puis il y a aussi la volonté de, puisqu'on n'a pas encore notre lieu physique, et quand on aura notre lieu physique, c'est de sortir de ces murs, puis d'aller chercher justement la connexion avec les autres espaces,
cette idée de corridor culturel qui était à la base, il y a 10 ans, une idée citoyenne qui partait de l'Arsenal jusqu'à la Fonderie Darling. Cette idée-là a été faite par des artistes, par des citoyens pour connecter les lieux. La ville l'a repris dans leur PPU pour mettre des œuvres publiques. Puis nous, MR63, ben, on a une volonté de redynamiser ce concept-là, même l'étendre plus loin dans le futur. Fait que vraiment, puis un peu les gens commencent à se l'approprier, le concept. L'idée là, de la culture, c'est en parler, mettre des gens autour, puis que ces gens-là, ça va faire boule de neige, on va en parler aussi, puis que finalement, le lieu va prendre vie grâce aux initiatives de tout le monde. Donc, Annie, créer des liens par des approches transversales ou des intersectionnelles, c'est quelque chose que vous faites, oui? Oui, absolument. Justement, je voulais rebondir sur ce que Martin disait avec le fait de multiplier les mariages. Des exemples très concrets, hein, quand moi je suis arrivée un peu au centre culturel, ben, naturellement, on veut aller vers différents acteurs. C'est-à-dire que oui, évidemment, des acteurs culturels de manière naturelle, mais aussi, pourquoi pas, vis-à-vis d'autres acteurs. Par exemple, une des premières choses qu'on avait fait en 2019, on a une petite librairie indépendante qui est venue dans notre quartier, la librairie Libresse, et donc on a été spontanément les voir, puisque pour nous, même si voilà, ils sont dans une dynamique commerçante, il y a quand même l'objet livre, qui est quand même un objet culturel par excellence, et donc nous, on a commencé à faire des projets avec la librairie indépendante, avec MR63 cet été, puis j'espère pour les années qui viennent. Comme il y a aussi cette proximité évidemment géographique et le fait aussi que nous, on essaie aussi de beaucoup s'inspirer du local. Quand même, Myriam disait, on s'est beaucoup rendu compte aussi cette année Covid que le local, quelque part, est très important. Évidemment, penser global, agir local, on est vraiment dans cette philosophie et on multiplie comme ça les collaborations. Par exemple, le centre culturel, maintenant, ça fait des années qu'on travaille avec Parcours Céramique, qui est un collectif de céramistes. On travaille avec l'Université de Concordia, avec le département art et éducation. Donc, on tente aussi d'aller chercher ces jeunes-là qui sortent de ces milieux académiques. Et à la fois, on travaille avec des milieux communautaires, des milieux associatifs. Donc, vous voyez, ce type aussi, en fait, de intersectionnalisme, c'est aussi avec les différents acteurs. Moi, j'appelle ça, en fait, on est tous des acteurs socio-culturels. Et c'est important qu'on puisse travailler ensemble parce qu'on a évidemment des dénominateurs communs et on a beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup de choses à apprendre aussi des uns et des autres. Avec Dardar, évidemment, on a collaboré aussi dans le passé et j'espère aussi à l'avenir. Donc, vous voyez, c'est une manière pour nous de collaborer avec différents acteurs, en tout cas avec les femmes et les hommes de bonne volonté et pour reprendre le terme de Marie-Michel, dans la bienveillance, parce que quelque part, comme on a des intérêts communs, évidemment, ça facilite le travail et la collaboration. Cette idée de créer des liens, en fait, on l'a vu d'un point de vue social, mais ça a été mentionné aussi, l'importance de connecter dans la ville, dans l'espace physique, c'est aussi très important. Myriam, en ce moment, vous êtes de part et d'autre du lien. Le Centre-Phi, vous êtes à l'Arsenal, ou Phi, le centre, la Fondation, vous êtes de part et d'autre de ce lien culturel-là. Est-ce que tu vois une synergie entre les deux lieux? Est-ce que vous incitez les gens à passer d'un lieu à l'autre, à circuler sur la rue Ottawa? En fait, on est en pleine réflexion là-dessus en ce moment parce que oui, bon, il y a Carnet Arena qui est à l'Arsenal depuis le mois de mars déjà et qui se poursuit jusqu'au tout début septembre, mais le gros projet sur lequel on travaille qui ouvrira à l'Arsenal le 21 juillet, qui est une expérience qui s'appelle l'Infini, qui met de l'avant du contenu qui a été capté dans la station spatiale en réalité virtuelle, mais aussi une œuvre de Ryoji Ikeda, qui est un artiste d'art contemporain absolument extraordinaire. Donc, rencontre des disciplines encore là. Mais on est justement dans cette réflexion avec l'équipe, comment faire en sorte que les gens qui viendront au Centre-Phi ou à la Fondation durant l'été, physiquement, comment est-ce qu'on va les amener jusqu'à l'Arsenal? Comment on va les convaincre que ça vaut la peine d'aller à l'Arsenal et le contraire aussi? Donc, on est vraiment dans cette réflexion. Ce corridor culturel, ce parcours est essentiel. On n'a pas encore les réponses magiques, mais c'est vraiment ce qui nous préoccupe le plus en ce moment, de pouvoir faire les liens entre les deux pôles qu'on occupe cet été. Je suis certain qu'il y a plusieurs acteurs autour de la table qui ont des propositions ou des envies de synergie. Martin en premier.
Oui, mais en fait, je voulais profiter de l'occasion pour parler de la situation actuelle qu'éprouve ou que traverse Dardar. J'ai fait l'inventaire des lieux où notre quartier général était amarré en parlant de toutes les possibles, les potentiels, l'ouverture, le dynamisme que permet la ville, puis d'être au sein de ce réseau-là. C'est quelque chose à laquelle Dardar tient ardemment, mais c'est aussi s'exposer aux aléas du réel, de l'occupation de ces terrains-là. L'arrondissement nous avait permis dès 2015 de s'y positionner et au moment même de renouveler l'entente, l'arrondissement a appris la construction de centres d'accueil pour personnes en situation d'itinérance, qui est un besoin essentiel qu'éprouve Montréal actuellement. Et on a dû donc libérer l'espace où notre abri, la roulotte de chantier, le quartier général du centre était. Donc, de façon très, très rapide, c'est assez exigeant pour une petite équipe de se repositionner. On a décidé, par la force des choses, de se positionner, de trouver un espace de bureau dans le quartier et d'être, si on peut le dire, en veilleuse de l'espace citoyen pour être dans le CEDA. On est voisins justement du centre Georges Vanier. On a en fait une pétition d'intention. En fait, c'est que le CEDA, c'est un centre d'éducation pour personnes adultes qui est une ruche en fait d'organismes communautaires qui offrent plusieurs services. Et on croit justement au potentiel du bon voisinage et à la simplicité d'être très, très, très près pour penser à des projets porteur entre un centre d'artistes qui s'intéresse à faire circuler des projets en dehors des lieux officiels, puis la réalité de tous ces organismes qui sont fort occupés, qui ont leur mission propre et de voir comment peut-être, espérons-le, le fait d'occuper un espace pendant les prochaines années permettra la chose, mais toujours avec l'intention et le désir très, très fort de revenir à même le lieu de la ville. Pour nous, on croit que ces rencontres impromptues, ces croisements-là se font justement en étant le plus accessible possible et que c'est très peu probable que des gens gravissent jusqu'au 3e étage en fait d'un immeuble. C'est ce qu'on a abandonné en 2004 en disant ben, comment changer nos publics en demeurant dans un espace qui, somme toute, attire facilement les mêmes gens. Donc, c'est le grand défi que Dardar a pour les prochaines années. Nos membres, notre CA, nous souhaitent qu'on soit encore dans le sud-ouest, qui est très, très riche et très stimulant pour les artistes pour de multiples raisons. Mais comme on le sait tous, la disponibilité d'espaces vacants entre ce qui était possible en 2004 et ce qu'on éprouve maintenant en 2021, c'est de plus en plus difficile d'identifier ces terrains-là. On était déjà dans cet exercice-là avec le service culturel de l'arrondissement pour voir quels seraient les prochains lieux où pourrait s'amarrer le centre. Jusqu'à présent, ce n'était pas clair. L'arrondissement trouvait très, très peu d'endroits. Heureusement, on a pu loger notre centre de médiation, la halte dans le parc Saint-Cunégonde, et c'est parfait comme ça. Mais dans un avenir très rapproché, on voudrait identifier cet espace-là ou notre quartier général, un nouveau aussi, parce que c'est l'occasion pour nous de réfléchir aussi au contenant. On croit beaucoup en M63, comment un habitacle conditionne ou ce qui peut s'y déployer à l'intérieur et on souhaiterait passer à une autre phase, à une autre ère de Dardar et de voir une autre configuration que celle de la roulotte de chantier pour quelque chose qui serait plus convivial, peut-être plus accueillant, qui est plus permissif pour tout ce qu'on fait. Il y a aussi à l'occasion des cercles de lecture, des ateliers et tout ça. Donc, pour être bien manifeste et très, très clair dans ce voisinage-là. Donc, c'est un gros chantier qui nous attend.
Ben, assurément, j'ai vu des sourires du côté de Chanier, donc tu pourras faire un appel de ce côté-là. Étienne, j'ai une question pour Marie-Michel, je vais la réserver pour la fin. Ça sera la voix de la sagesse peut-être. Étienne, tu voulais rebondir sur cette idée des connexions, là. Ben oui, en deux, en fait, on s'inspire beaucoup de Dardar, puis on a la chance, on a eu l'opportunité d'avoir une subvention cet été pour créer des micro-placettes mobiles. Donc, un peu dans l'énergie de ce que vous faites d'être mobile, mais nous, en une journée, on va investir plusieurs lieux dans le sud-ouest les dimanches pour venir justement dynamiser un peu, ramener de la culture, ramener un effet de communauté à travers la musique, la performance artistique, les produits locaux, donc toujours l'essence Emerson 3 qui se déplace, mais tout ça dans cette idée autour du corridor culturel pour commencer à créer un peu à travers l'imaginaire collectif du quartier cette idée-là de tracé. Pour nous, c'est important parce qu'éventuellement, on aura un lieu physique qui se positionnera sur ce dit tracé. Donc, on voit la pertinence pour nous, mais on voit la pertinence pour le quartier aussi. Puis, un peu comme Myriam, tu disais, ça devient cet outil promotionnel ou cet outil publicitaire pour tout le monde qui va être sur le tracé. On veut créer cette espèce d'identité commune. Regardez, vous pouvez prendre ce concept-là et pouvoir en parler, puis ça va attirer des gens chez vous. Fait à travers ces différents outils, bien, on aide la communauté culturelle, puis on aide aussi les restaurants, puis on aide aussi, quand je parle de culture au sens large, là. Donc, il y a des designers, il y a des boutiques, local, il y a des restaurants, il y a des plus grands restaurants qui sont sur ce tracé-là. Donc, on veut vraiment mettre tout le monde puis que les gens vont pouvoir vivre une expérience complète. Ils vont aller commencer au Centre-Phi, aller manger le midi dans un resto du Vieux-Port, puis ensuite finir l'autre exposition du Centre-Phi à l'autre côté en passant par une boutique. Donc, c'est vraiment ce concept-là de découverte pour les gens du quartier, mais éventuellement aussi, encore là, pour les touristes, pour les gens à plus grand déploiement. Fait que faut jamais en prioriser un, mais je pense que tout le monde est inclus. Il y a différents publics qui ont différents besoins, puis on peut les combler tous. Ben, cette force du nombre, Marie-Michel, j'ai l'impression que les artistes, je vais m'étouffer en posant ma dernière question. J'ai l'impression que les artistes l'ont compris depuis bien longtemps parce qu'on évoquait la trajectoire des centres d'artistes en ouverture. Ben, quand on regarde dans la ville comment les centres d'artistes se sont déplacés, ils ont toujours fini il y a toujours des regroupements qui se sont produits. Donc, cette logique-là, elle est bien internalisée, tu penses, du côté des centres d'artistes? C'est clair que les centres d'artistes ont suivi le mouvement, hein. C'est un phénomène qui est mobile aussi. Donc, dès que des regroupements se font, ça attire aussi, il y a un phénomène d'attraction. Donc, il y a des retombées concrètes, économiques, il ne faut pas l'oublier. Il y a des cafés qui s'ouvrent. Bon. Ça participe aussi de cet événement. Puis par rapport à tout ce que j'entends autour de moi, c'est de plus en plus, c'est de décloisonner et d'intégrer, d'inclure non seulement des publics sous-représentés, parce qu'il y en a, n'est-ce pas, mais aussi des artistes qui sont issus de la diversité culturelle, essayer de trouver des manières aussi de les mettre encore plus présents dans nos circuits, dans nos routes, dans nos parcours, sur les CA aussi. Ça, c'est un élément qui est très important au Conseil des arts de Montréal, la diversité des pratiques professionnelles en art visuel. On reconnaît aussi depuis ces dernières années, il y a de nouveaux modèles aussi de structures qui sont nées et beaucoup sont issus de la diversité culturelle. Alors ça, c'est intéressant, il faut observer aussi, puis apprendre aussi de nous toutes et de nous tous. Absolument. Puis c'est toujours inspirant de voir que le conseil est aussi un levier ou un moteur pour certaines actions que vous encouragez au niveau de la diversité, là, comme tu viens de le dire. Chers invités, j'ai envie de dire qu'il nous reste 2 minutes. J'ai envie de savoir s'il y a quelqu'un dans le public qui ne s'est pas prononcé, qui aurait envie de nous poser une question ou de faire un commentaire par rapport à toutes ces choses qui se sont dites, qui sont très pertinentes par rapport au public, par rapport à la collaboration, par rapport à l'accueil des publics de manière plus spécifique. Ben, c'était tellement limpide, on a réglé tous les problèmes. On a fait un portrait, en tout cas, assez complet de l'écosystème des arts visuels et médiatiques à Montréal, à tout le moins dans un petit secteur que l'on appelle Griffintown, mais Myriam est un peu quand même, elle a un pied de l'autre côté. Est-ce que, cher panélistes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous adresser quelques mots de sagesse? C'est le silence absolu. Étienne, oui. Non, ben merci encore à tout le monde au nom d'Emerson 3. Je pense que le Fred va faire un petit mot de la fin, mais merci encore
Plusieurs d'entre vous, on se connaît depuis longtemps, d'autres, je vous connais par notoriété. Heureux de pouvoir futurement collaborer avec vous. Fait que très, très heureux. Merci à tout le monde et encore impressionné d'avoir une chevalière autour de la table. Donc, voilà. Ça lui fait vraiment plaisir que tu le rappelles. Moi, je veux vous remercier tous les... Vous êtes 5, là? Oui, c'est ça. Je ne sais plus compter. Je vous remercie tous les 5 pour votre générosité et vos apports vraiment pertinents. Je pense que de faire la somme d'expériences individuelles, ça permet d'avoir un portrait collectif qui est quand même très nourrissant et très inspirant pour MR63, mais pour l'ensemble peut-être des acteurs culturels montréalais. Donc, Frédéric, le mot de la fin te revient, paraît-il. J'ai l'impression que tout a été dit, mais c'est ce qui clôt notre 4e labo éphémère sur la culture. Ça a été extrêmement enrichissant. J'ai adoré pouvoir mieux comprendre les tenants et aboutissants de notre milieu culturel. Puis j'ai hâte qu'on puisse collaborer avec tous vous, comme mon frère l'a dit si tôt, pour mettre la culture locale encore plus de l'avant. Donc, merci à tout le monde de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci beaucoup à Laurent pour la facilitation et au CRIEM pour l'organisation de tout ce magnifique webinaire et durant les 4 sessions. Donc, très bonne journée et de la part de tout le monde. Merci. 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 Merci À beaucoup. bientôt. À bientôt, bel été. Merci.